Bonjour, nous sommes le groupe Elba, leader et acteur de référence dans l'univers du retail, du merchandising et du luxe. Nous sommes citoyens du monde en quête de sens, d'amélioration et d'éco-intelligence. Je suis Hervé Proutot, curateur de tendances et explorateur d'idées, et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau podcast baptisé L'Oratoire. Ce podcast éco-responsable qui donne la parole à celles et ceux qui, par leurs idées, leurs visions et leurs actions, prennent part au plus grand défi de l'humanité, construire un futur désirable et durable. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Barre, cofondateur de Make Ici. Bonjour Nicolas. Bonjour Hervé. Alors, on est particulièrement heureux de vous accueillir pour ce numéro 2 de l'Oratoire. On va essayer pendant une trentaine de minutes de décrypter et de comprendre à la fois votre parcours et puis les enjeux, la nature même et le fondement de Make Ici et de cette entreprise qui a maintenant 10 ans. Et on va revenir avant tout sur votre bio, votre parcours. Vous avez fait un parcours d'une quinzaine ou 17 ans dans le marketing, dans la communication pour les marques. Racontez-nous rapidement ce parcours, peut-être. Oui, j'ai un parcours assez classique en fait. J'ai fait une école de commerce. Et à la fin de mon école de commerce, après, je suis allé travailler en agence de pub et ça a duré à peu près une quinzaine d'années dans le métier de la stratégie des moyens. Et jusqu'à la fin des années 2000 jusqu'à 2009, en fait, j'étais en agence, j'ai monté des services innovation d'agence de médias et les 3-4 dernières années, j'ai cofondé et dirigé la filiale française d'un groupe anglo-saxon. Voilà, jusqu'en 2009, à peu près. Ok, et alors à quel moment il y a eu un déclic pour que vous commenciez vous-même votre changement de vie avant même de proposer à des tas de gens aujourd'hui de changer de vie? Alors, je ne l'ai pas vraiment décidé parce que c'est dans ma dernière agence, l'associé majoritaire a décidé de se séparer de moi. Et ce jour-là, il m'a dit tu verras, tu me remercieras un jour parce que tu es un entrepreneur. Donc, du coup, une fois que ça s'est passé, après, je me suis dit au lieu de retourner dans un métier salarié, autant tenter l'indépendance. Puis au bout de 2 ans, avec ma femme, on a eu l'idée de monter notre propre structure et qui aujourd'hui a 10 ans. Alors justement, donc avec Christine, votre épouse, juste à quel moment il y a un déclic et pourquoi le choix et puis expliquez-nous déjà ce que vous avez décidé de monter à l'époque. Je pense que le premier déclic, c'est on est devenus parents. Ça a été un processus assez long et compliqué. Et Christine, elle qui travaillait dans la banque, a pris le congé plus que le congé parental, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais 3 ans en dehors de sa structure. Et elle a décidé de pas y retourner. Et donc moi, j'étais indépendant, elle peut y retourner. Et il se trouve qu'au même moment, on a eu une idée, chacun. Ouais. Et qui, en la mettant ensemble, donnait un truc plus gros. Et là, on s'est dit qu'il faut y aller. Donc, c'était à peu près entre deux... D'accord, mais alors le choix de cette idée, et quelle est cette idée? Oui, du coup, nous, on habite Montreuil dans le 93. C'est la ville de France où il y a le plus d'artisans, d'art et d'artistes au mètre carré. D'accord. C'est une ville qui fait à peu près 110 000 habitants. Du coup, on côtoyait beaucoup d'artisans d'art, d'artistes. On a commencé par créer un label qui s'appelle Made in Montreuil, et qui valorisait les talents de la ville, pas juste artisans ou artistes, mais aussi des chefs, des écrivains, des poètes, des musiciens. De ce label, on a fait des événements. Christine a édité un livre, les 93 incontournables de Montreuil, pour faire référence au département. On a édité des guides, et là, d'un seul coup, il y a eu, en 2 ans, il y a eu c'était le début des réseaux sociaux, on a créé une page Facebook, on a eu plus de 3 000, 40 000 personnes qui nous suivaient. Et en fait, de ces rencontres, on s'est aperçu que les artisans d'art, en fait, il leur manquait 3 choses. Principalement, l'accès à des machines qui ne peuvent pas se payer. Pour monter une activité d'art d'ébéniste, par exemple, il faut, en plus de trouver l'atelier, de payer l'électricité, il faut aussi acheter les machines. Et c'est entre 30 et 40 000 euros. Donc, quand on se lance, on n'a pas forcément ces moyens-là, puis les banques ne prêtent pas forcément. Deuxième idée, c'était l'accès à un réseau professionnel d'entraide. Et 3, du conseil juridique en com. Donc, on s'est dit, voilà, mettons ça, tous ces professionnels qui ont ces compétences-là, mettons-les dans un même lieu,
On va faire un atelier pour le travail du bois, pour le travail du métal, pour le travail du textile. Ouais. C'était le début du coworking en France. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut pas inventer, est-ce qu'on peut pas lancer et développer un concept de coworking pour artisans où les machines sont partagées, les ateliers sont partagés, le Wi-Fi est partagé, le café est partagé, ce qui fait que ça réduit les coûts de tout le monde. Bien sûr, ils ont pas d'atelier privatif, les machines sont partagées, donc faut s'organiser. Faut hiérarchiser tout ça, faut organiser tout ça. Je précise, Nicolas, que on parle de ça qui voit le jour en 2012. Donc aujourd'hui, ça paraît presque logique dans nos états d'esprit à tous, mais à l'époque, c'est particulièrement novateur. Et justement, c'est vraiment une adaptation et une version du coworking pour artisans. C'est ça. Nous, il y a trois types de lieux qui nous ont inspirés. Donc, c'est les espaces de coworking qui existaient à l'époque, mais qui faisaient 400 à 500 mètres carrés. C'est tout. C'était des petits lieux en France. Les lieux pour artistes qui existaient au début du XXe siècle à Paris, le Bateau Lavoir à Montmartre, la Ruche dans le 15e. Mm-hmm. Et un lieu qui existait à Brooklyn, qui s'appelait Third Ward, qui était très tourné vers l'enseignement, les cours pour urbains. Donc, c'était un lieu qui faisait 3000 mètres carrés, avec des ateliers pour le bois, le métal, plein. Mais du coup, ils hébergeaient des cours, ils hébergeaient pas des professionnels. Et de ça, on s'est dit, tiens, on va faire un concept. Alors là, pardon, juste pour raconter donc le départ de Make Ici et Montreuil, là, vous récupérez, comment ça se passe, un local particulièrement grand? Oui, du coup, une fois qu'on a l'idée, on se réveille un matin, on se dit, celle-là, c'est la bonne, il faut y aller. Ouais. Après, il faut faire un business plan, trouver les financements et le lieu. Et le lieu, on l'a trouvé assez vite, c'est la maire de Montreuil de l'époque qui m'a présenté au propriétaire. Il y avait 1800 mètres carrés. On avait fait un business plan sur 1200 mètres carrés. On voyait qu'en dessous, 1200 mètres carrés, ça pouvait pas marcher. 1800 mètres carrés, on a flashé sur le lieu, on s'est dit, on y va. Puis là, après, fallait boucler les financements. Et c'est parti. Les financements, on n'a pas trop eu de mal pour les trouver. Nous, on a amené à peu près un quart. Et on a été lauréat d'un réseau d'entrepreneurs. C'est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent se lancer. C'est d'arriver à se faire labelliser par un réseau entreprendre. Parce que du coup, les banques prêtent. Bien sûr. Parce qu'il y a 10 entrepreneurs qui ont vu notre dossier, qui se sont dit, c'est bon, il faut y aller. Donc, du coup, on a trouvé les prêts bancaires sans trop de problèmes. On a trouvé les financements, puis on est parti. Voilà. Et alors, précision, parce que depuis, ça a évolué. On y viendra. Mais le business plan et modèle de l'époque, c'est combien de postes de travail et surtout, comment vous équilibrez tout ça? Alors, le modèle économique de l'époque, il n'a pas beaucoup changé. On avait plus ou moins, il y a des proportions un peu différentes, mais on avait identifié qu'il fallait une première source de revenus qui est de la vente de services à des artisans, des professionnels qui ont besoin de machines et qui ont besoin de notre lieu pour en faire leur atelier. Ouais. Donc ça, c'est des abonnements. Donc on avait ça. Donc ils s'abonnent exactement comme dans d'autres... comme un freelance ou un travailleur indépendant s'abonnerait dans un espace de coworking classique. Là, l'artisan ou l'artiste s'abonne à l'année. Comment ça se passe? C'est un abonnement 3 mois minimum avec 1 mois de préavis. Ils peuvent partir quand ils veulent. D'accord. Comme c'est des indépendants, il faut qu'on soit hyper souple. Au final, le coût moyen à l'année, c'est quand même 4 fois moins élevé qu'un atelier privatif, que s'ils avaient leur propre atelier. Donc, d'accord, alors ça... En charge fixe, 4 fois moins de charge fixe, ce qui leur permet de se payer plus, en fait. Bien sûr. Et du coup, on a 2 autres sources de revenus. Oui. La formation. Oui. Donc, à l'époque, on avait plutôt imaginé du team building. Moi, venant de la pub, je m'étais dit, je vais faire venir des anciens clients marketing com, on va faire du team building. Par contre, ça s'est transformé en... Maintenant, on est un vrai organisme de formation. Et on a des formations à la reconversion, à la montée en compétences. Donc ça, c'est à peu près un tiers. Les revenus, abonnement, c'est à peu près un tiers. Formation, à peu près un tiers. Et fabrication. Là, en fait, on est une entreprise d'agencement intérieur, assembleur d'artisans, d'art, à peu près 50 savoir-faire différents. Des promoteurs, des collectivités, des groupes hôteliers, des restaurateurs nous confient, des architectes nous confient, en fait, leur projet d'agencement intérieur. Et donc, nous, on constitue une équipe de résidents qui ont les savoir-faire et on les rémunère pour. Alors, on y reviendra, puisque, en plus de Make Ici, Montreuil, il y a un certain nombre de Make Ici qui ont vu le jour. Mais donc, ces espaces également, donc, et ce principe collaboratif
évidemment, je veux préciser, et vous me coupez si je dis une bêtise, mais ils ont donc évidemment leurs propres clients et parfois des clients communs sur des missions communes que vous apportez ou que l'un d'entre eux apporte et met au service, entre guillemets, de la collectivité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a créé un écosystème donc composé de plusieurs lieux, mais aussi d'un réseau. Et le fait d'avoir entre 70 et 100 artisans, décorateurs, archis dans nos lieux, dans chacun de nos lieux, en fait, ils amènent aussi chacun leur réseau. Donc, quand il y a un archi d'intérieur qui vient voir un de ces artisans, il découvre tous les autres, en fait. Donc, effectivement, nous, on apporte des projets qui sont... Nous, on s'occupe que de projets qui demandent plusieurs compétences. Voilà, quand quelqu'un nous demande, est-ce que vous avez un ébéniste qui pourrait travailler sur ce projet, là, on leur transmet le projet et ils se débrouillent. Nous, on n'a pas de valeur ajoutée. D'accord. Nous, notre valeur ajoutée dans les projets d'agencement, c'est de monter des équipes multi-savoir-faire avec un seul interlocuteur pour le client. Donc, effectivement, on a des résidents qui ne voient pas un client parce que c'est nous qui avons la relation ou un autre résident qui a la relation et ils sont trop contents comme ça. Il y a à peu près un tiers des résidents, ils n'ont pas de clients, ils sont payés par nous ou par les autres, ils sont peinards et ils vivent très bien, quoi. Oui. Alors, sans compter que, bien évidemment, par rapport au fait, vous le disiez à l'instant, ça coûte 4 fois moins cher environ que d'avoir son propre atelier. Mais au-delà de ça, il y a évidemment la sociabilité, évidemment l'effet groupe, l'effet solidarité et l'effet convivialité, j'ai envie de dire. Ouais. C'est toutes ces valeurs-là aussi et cet apport-là qui existe. Oui, parce que du coup, il y a je pense que les deux services qui ont marqué le plus nos résidents, c'est ce qu'on n'avait pas mis au début, c'est un jour, il y a à peu près en 2017, je crois, on a décidé de mettre des machines à café avec du grain, du très bon café, et de l'inclure dans nos abonnements. Donc, café en grain illimité. Et du coup, un jour, à 1er avril, on a envoyé un message en disant « c'est bon, le café, maintenant vous le payez ». Là, on a eu la moitié des résidents qui sont venus nous voir en gueulant. Alors que d'habitude, quand on met un message, ils ne réagissent jamais, mais là, ça montrait à tel point Ouais. Donc du coup, effectivement, là, la convivialité est au cœur parce que on peut avoir toutes les machines qu'on veut, mais si l'endroit n'est pas sympa, s'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas du bon café, si Internet ne marche pas, si les toilettes ne sont pas bien nettoyées, le reste, ça ne sert à rien. Alors, je suis allé voir et c'est formidable. J'étais bluffé de voir ces pièces, ces ateliers, ces parties communes, ces parties plus fermées, ces différents métiers, ces salles de formation comme ça dans le brut. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Je voulais savoir, il y a des métiers d'art ou d'artisanat plus représentés que d'autres. Donnez-nous quelques exemples de métiers. Alors, quels sont ceux qui sont le plus représentés et quels sont les points d'originalité ou de métiers que vous ne soupçonniez quasiment pas d'exister? Alors, du coup, donc on a à peu près 70 à 100, on a entre 70 et 100 résidents par site. Oui. Les 2 tiers dans chaque site, c'est artisanat d'art. Et le dernier tiers, c'est métier de la conception et de la fabrication numérique. Conception, décorateur, archi, événementiel, ingénieur, designer produit, indépendant ou agence. D'accord. Et concernant les métiers d'art, le gros de nos artisans sont les artisans du bois et du métal, donc ébénistes, menuisiers, serruriers, métalliers. Donc c'est vraiment eux, parce que du coup, c'est pour eux que les coûts sont les plus compliqués et que l'installation est la plus compliquée, parce qu'il faut trouver un local de 100 mètres carrés. Déjà, c'est compliqué de le trouver, il faut se le payer. Les machines prennent de la place, coûtent cher. Donc du coup, et en plus, ils passent la moitié à peu près de leur temps, voire un peu moins en atelier, et l'autre moitié sur chantier. Donc même s'ils avaient les moyens de s'acheter des machines, ils ne les utilisent pas tout le temps. Donc c'est vraiment là où on fait on a une différence vraiment importante. Et en plus, ils ont vraiment besoin de plus en plus de bosser avec des serruriers, de bosser avec des tapissiers, avec des céramistes qu'on a aussi dans nos lieux. Donc après, on voit que depuis 3 ans, en fait, la céramique remonte en force. Ouais. Voilà, il y a 4 ans, on n'avait pas un céramiste ou une céramiste dans nos lieux. Là, on en a entre 4 et 6 dans chacun. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart, c'est des céramistes de décoration intérieure, donc plutôt de sur-mesure, plutôt que des céramistes qui créent des arts de la table, de la vaisselle ou des collections d'assiettes ou de mugs ou autre.
Quelle est la proportion, Nicolas, d'artisans qui l'étaient déjà, qui vous rejoignent, et de gens qui changent de vie? Parce qu'on est quand même à une époque, le Covid n'a fait qu'accélérer tout ça, où beaucoup de gens ont pris conscience qu'on ne vivait qu'une fois, qu'il fallait se faire plaisir, qu'il fallait lâcher prise et aller vers ses souhaits et ses désirs les plus profonds, et sont donc revenus à des métiers de main, de bouche, d'art, d'artisanat. Quelle est cette proportion dans ceux qui vous rejoignent? Il y a 60% de reconvertis. Donc 40% qui sont des artisans de métier. D'accord. Donc, et après, il y en a qui sont artisans de métier depuis 30 ans. Hein. On a des personnes qui ont plus de 50, qui ont plus de 60 ans d'âge chez nous. Hein. Ce ne sont pas des lieux réservés à des jeunes de moins de 30 ans. Donc 60% de reconvertis. Oui. Et du coup, la plupart viennent quand même de métiers tertiaires. Hein. D'accord. La caricature, mais oui, c'est ça. Vrai, on en a plein. Du conseil un cas de sup dans une boîte de conseil à la Défense qui, à 30 ans, se dit non, c'est plus possible, quoi. Faut que je change. Et alors justement, hein, on est d'accord, là, non seulement vous pouvez l'accueillir, mais vous pouvez aussi l'accompagner dans sa formation. Oui, c'est-à-dire que, le truc, c'est qu'il y a. Nous, pour le moment, on ne fait pas des formations au CAP. Des formations longues, diplômantes, parce qu'il y en a plein qui le font et qui le font très bien. Simplement, ces écoles sont surchargées. Oui. Sont surchargées. Et les CAP coûtent très cher. Quand on veut se le payer, ça coûte 10-12 000. Donc, du coup, ça n'attire que des personnes qui ont les moyens de le faire. Donc, mais par contre, nous, on a des formations courtes, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, qui permettent d'acquérir 1, 2 ou 3 compétences. D'accord. Et qui permettent de se lancer aussi. Parce que quand on veut se lancer dans les métiers du bois, on n'a pas forcément envie de devenir ébéniste ou menuisier. On veut peut-être simplement lancer une marque de mobilier et en prenant un rôle de concepteur et en sous-traitant à des artisans. D'accord. Donc, voilà, dans les nouveaux, on va dire dans les reconvertis, il y en a beaucoup qui veulent vivre de l'artisanat en étant un peu artisan, mais en étant surtout concepteur. D'accord. Et nous, on est vraiment pour... et surtout en n'ayant plus de patron, en étant indépendant. Donc nous, on est fait pour ces profils-là, nous, qui veulent créer leur marque de meubles, de déco, être artisans. Mais on a des... Et c'est intéressant parce que les reconvertis amènent leur réseau d'avant. Bien sûr. Et un reconverti qui vient du monde de la com, en général, il sait un peu communiquer. Ce qui n'est pas le fort des artisans. Pas toujours, hein, si on a eu marre de la com. Voilà. Ou si la com en a eu marre de lui. Il a appris 2-3 trucs quand même. Donc il arrive avec un réseau. Et il y a le réseau actuel, le réseau d'avant, donc ça amène, c'est de l'entraide, quoi. Ça se fait tout seul. Oui, alors justement, on est, alors pas qu'en circuit court, hein, mais quand même, relativement. Est-ce qu'il y a une partie recycling? Comment ça se traite, puisque c'est un des grands sujets actuels aussi, et Dieu sait il est important dans ces métiers. Est-ce qu'il y a sur le matériel, sur les fabrications, comment ça se passe par rapport à ce recyclage, ce surcyclage? On le fait, nous, on le traite à 3. L'éco-responsabilité, on va dire ça comme ça, on la traite à 3 niveaux. La première, c'est le lieu. C'est-à-dire que nous, on s'installe dans des friches ou dans des bâtiments qu'on réhabilite. On ne construit pas du neuf. Donc des bâtiments qui sont inoccupés, et on les réhabilite. Donc du coup, l'empreinte carbone d'installation, elle est beaucoup moins élevée que si on construisait un bâtiment en dur. Bien sûr. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que le fait d'installer des artisans en périurbain à Montreuil ou dans les autres villes où nous sommes, du coup, ça recrée une filière de production locale au plus proche du lieu de pause. Oui, d'utilisation. Voilà, à Marseille... Vous ne fabriquez pas pour un restaurant qui est à Biarritz, vous ne fabriquez pas à Ouascal. On aimerait pour Biarritz, mais du coup, il va falloir qu'on ouvre un site à Biarritz. Ouais. Mais ça, on rêverait... Alors, comment vous faites quand il y a un client, pardon, je vous coupe, qui est à Dijon et qui vous commande... Dijon, c'est une exception parce que je suis dijonnais. Ah, donc là, on prend. Mais non, mais du coup, pour l'instant, on a 6 sites. Oui. Voilà, on n'est pas dans toutes les régions. Vous êtes à Marseille. Donc à Paris, en région parisienne, à Nantes, à Marseille, à Lille et à Sèvres. Et on va ouvrir à Tours, dans le Morvan, voilà, et d'autres sites en région parisienne. Donc du coup, en fonction des sujets, on l'adresse au plus proche. Voilà, au plus proche. Alors ça, c'était la deuxième partie ou deuxième couche. Ouais, et la troisième couche, alors donc nous forcément, on est à la fois le staff et notre communauté est gros consommateurs de matière.
de matière. Oui. Donc, et principalement du bois et des dérivés de bois. Oui. Donc nous, on a déjà, en fait, dès le début, plus ou moins, on a identifié les familles de nos déchets, les volumes et les sources de retraitement. Voilà. Et donc nous, on en retraite une partie. C'est-à-dire qu'on a des chutothèques, on appelle ça comme ça, des chutothèques. Donc du coup, il y a les chutes des travaux des résidents, et chacun a le droit de se servir, et des associations locales et des habitants aussi ont le droit de venir se servir. D'accord. Et après, on fait en sorte qu'un maximum de nos formations soient enseignées à partir de nos chutes. C'est-à-dire du coup, on a une formation concevoir un meuble de 2 semaines ou 3 semaines. Du coup, une partie de la matière vient des chutes de nos résidents. D'accord. Et après, il y a aussi dans la manière de concevoir les projets. Parce que nous, on a une partie de nos... En fait, on a des outils de fabrication numérique. Et quand le projet est bien conçu, qu'on conçoit bien ce qu'on appelle une planche de débit, en fait, on peut imaginer que on peut optimiser l'utilisation de la matière. Voilà, pour qu'il y ait le moins de déchets possible sur un panneau. D'accord. Donc, voilà. Après, le dernier point, c'est que dans notre organisme de formation, on a monté des formations à l'éco-conception, fabrication 2.0, valoriste de matière. Là, avec le campus des métiers d'art des Gobelins, on va lancer un Bac+1. Génial. Valoriste textile, valoriste bois pour les métiers de l'ameublement d'intérieur. Voilà. Donc, pour changer, il faut former. Le problème dans les métiers d'art, c'est pareil. C'est que pour fabriquer de manière éco-conçue, il faut la matière, mais aussi il faut que les artisans soient formés aux nouvelles techniques qui commencent à apparaître. Capables de travailler avec des nouvelles méthodes et des nouvelles façons. Voilà. À Marseille, on a des résidents qui s'appellent Melt, qui fabriquent des planches à base de plastique recyclé. D'accord. Magnifiques, qui ressemblent à des carreaux qui sont proches en termes esthétiques du marbre ou du terrazzo. D'accord. Et donc, du coup, on les intègre dans nos... Bien sûr, dans vos présentations et dans les choix que vous faites, notamment pour des restaurants ou des hôtels, j'imagine. C'est ça. D'accord. Quelle est la suite? Donc, vous avez un certain nombre d'implantations. Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Comment vous-même vous développez de façon responsable, si je puis dire, et comment s'établissent les choix des villes? Est-ce que c'est purement par opportunité de locaux, de demandes? Comment ça se passe? Effectivement, on reçoit quand même un certain nombre de sollicitations par mois, de collectivités, de promoteurs ou de porteurs de projets qui nous proposent des lieux, des bâtiments. Donc du coup, on sélectionne comme ça. En fait, on cherche pas. Les lieux, on les prospecte pas, on nous les amène en fait, et nous en amène beaucoup plus que prévu. Donc après, le choix il se fait en fonction du bâtiment. Si le bâtiment correspond à nos critères, s'il y a un partenariat, si on peut monter des partenariats qui facilitent l'installation et le développement de l'activité de nos artisans. Je prends un exemple, on lance de nombreux sites, la plupart de nos sites, on les lance dans des quartiers qui sont réaménagés par des promoteurs, des marques comme les Bouygues, Eiffage, d'autres, et pour lequel la mairie dit, dans ce quartier, vous pouvez faire des logements, des écoles, mais on veut aussi remettre de la production et un lieu d'artisanat. Donc du coup, les promoteurs viennent me voir en me disant, est-ce que tu peux exploiter un lieu à cet endroit-là? Et du coup, ensemble, on crée un partenariat pour recréer une filière de production locale dans laquelle le promoteur s'engage à sous-traiter une partie des aménagements intérieurs du quartier aux artisans qui s'installeront chez nous. Donc on recrée un circuit court et une partie est faite avec les déchets du chantier. Donc là où avant, vous aviez plutôt tendance à solliciter, là c'est l'inversion. C'est-à-dire que vous êtes plutôt vous-même très sollicité et on s'appuie sur votre modèle qui est vertueux et qui se développe et qui fonctionne. Oui, après on voudrait créer un parcours complet aussi. Je veux me lancer, donc apprendre un métier complet. Je prends un abonnement à un atelier chez Mec Ici. Je gagne des premiers projets et j'en vis. Donc du coup, la partie lieu, ça va se développer normalement. Après, on voudrait travailler encore plus sur des projets d'agencement un peu plus prestigieux, un peu plus artistiques, parce que nos résidents arrivent à trouver des projets, mais on aimerait leur proposer des projets plus prestigieux, plus intéressants. Voilà. D'accord.
Mais ça se fait de fil en aiguille. Et puis, il n'y a pas de raison que on en a. ne propose pas. Ça arrive. On en avait déjà. On en a déjà pas mal. Ouais. On a travaillé pour... là, à Marseille, une trentaine de résidents vont réaménager les nouveaux locaux de l'école d'architecture. D'accord. Donc, du coup, c'est 150 jours de travail pour nos résidents de Marseille entre septembre et mi-décembre. D'accord. Donc, 150 jours rémunérés. Et répartis selon un certain nombre de corps de métier. Et là, c'est vous qui pilotez, on est d'accord. Ils sont choisis. On leur dit, on crée des lots. Ouais. On leur soumet, puis ils se constituent en équipe. Ouais. Et comme ça, on fait en sorte que ça soit bien réparti sur plusieurs résidents, plusieurs groupes de résidents. D'accord. Il y a des mots et des verbes sur lesquels je veux vous faire réagir, parce que moi, j'ai beaucoup aimé, vous parlez du faire, alors là, pour le coup, pas la matière, mais le verbe, F-A-I-R-E. Donc, vous êtes vous aidez des faiseurs, finalement. Alors, moi, je me demandais, est-ce que c'est volontaire que vous n'utilisiez pas le terme de compagnon? Parce que ça m'a fait penser un peu à ça. Est-ce que c'est pour pas phagocyter le compagnonnage, etc. Mais ça m'a un peu fait penser à ça. Et puis, j'ai beaucoup aimé, évidemment, votre titre de manufacture partagée, collaborative et solidaire. Bon, ce sont des bien grands mots, ça peut faire peur, mais c'est vraiment ça. Et moi, je vous dis, là, en allant visiter Make-Ici Montreuil, j'étais impressionné de voir. Donc, apprendre, faire, fabriquer, partager. Le compagnonnage, on l'utilise peu parce que là, dans le métier de l'artisanat, les compagnons, c'est quand même une référence. Absolument. Et on y va doucement. Voilà, on reste humble. C'est centenaire. Et en plus, le compagnonnage, c'est pas juste de l'entraide, de l'apprentissage, de l'entraide. Il y a aussi un Tour de France, il y a des valeurs, il y a une histoire qu'on n'est pas du tout au même niveau. Oui. Voilà. Oui. Donc ça, le compagnonnage. Mais on a beaucoup de compagnons. Voilà, on a beaucoup de compagnons qui ont lancé leur activité et qui sont résidents chez nous. D'accord. Et alors, la fidélisation, là aussi, dans votre secteur, c'est intéressant. Est-ce que vous avez beaucoup d'affiliés, de locataires, d'artisans qui vous quittent, ou est-ce qu'au contraire, ils sont très fidèles? Alors, il reste en moyenne 5 ans. D'accord. Et donc, il y en a tous les ans qui partent. Et la première source de départ, et là, on est assez fiers, c'est parce qu'ils s'installent dans leur propre atelier. Et par exemple, à Montreuil, cette année, l'été dernier, il y a 2 TPE de 3 ou 4 qui sont partis et qui ont pu s'installer dans des ateliers de 200 mètres carrés à Montreuil qu'ils ont achetés. D'accord. Donc, en fait, ils ont démarré, ils ont changé de vie, ils se sont formés, ils ont démarré leur activité ici à Montreuil, on leur a amené leurs premiers clients. Bien sûr. Et ils ont rencontré leurs associés, ils ont embauché leurs premiers salariés sur place. 5 ans après, ils peuvent acheter un local avec des banques qui leur prêtent. Et là, il y en a même qui se sont mariés, non? Oui, il y a eu des enfants. C'est mieux que l'amour est dans le pré. L'amour est dans l'atelier et dans la manufacture. Ouais. D'accord. Et donc, non, on n'est pas un lieu, on n'est pas un système où on se dit, vous restez 3 ans et après vous partez, ils peuvent rester 10 ans. Bien sûr. Mais voilà, il y en a qui sont contents d'être tout seuls. Voilà, et de le rester. Parce qu'il se crée un écosystème autour. Mais il y en a qui sont entrepreneurs et qui veulent créer des entreprises, qui veulent passer de fabricants à concepteurs et donc embaucher. Et donc, ils montent des boîtes. Puis à un moment, effectivement, ils se trouvent 3-4. Et là, ils ont la possibilité et les moyens de prendre leur atelier. Donc il y en a peu qui partent. Mais voilà, c'est ça. Il y en a très peu qui partent parce qu'ils arrêtent leur activité. C'est très rare. Alors, vos objectifs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Il y a déjà 2 ou 3 ouvertures de prévues, une dans le Morvan. À Tours, à Vitry-sur-Seine et dans le Morvan. Dans un village au cœur du Morvan. Alors là, par exemple, typiquement, c'est pas un promoteur immobilier traditionnel. Non, mais il y a du bon vin. Voilà. Donc, on est aussi un peu dans l'art de vivre. Non, mais typiquement, un lieu comme ça, c'est-à-dire que nous, le premier, c'est qu'on a des résidents, on est en milieu plutôt urbain, et on a des résidents qui, de temps en temps, voudraient aller travailler à la campagne, être plus au calme, un peu comme des résidences artistiques, ou des villas Médicis, mais avec des machines. Bon, alors nous, c'est pas à Rome, ça sera au cœur du Morvan, mais avec des machines.
Donc, premier, c'est amener un lieu qui peut permettre à des résidents, même il y aura de l'hébergement, donc ils pourront y aller avec leur famille. Puis on va créer des formations, à la fois pour les reconvertis, mais aussi pour des architectes, des promoteurs autour du bois, parce que normalement, il y a la forêt, il y a la transformation du bois. Donc, on va les aider à mieux comprendre le bois dans la forêt, comment il vit, comment il pousse, la transformation du bois et ce qu'il donne après, la matière qu'ils utilisent pour faire de l'agencement ou pour faire des charpentes. Il y a plein de choses comme ça. Mais ce qu'on peut nous souhaiter, c'est un développement pérenne et durable où on ne se met pas trop la pression. Voilà. On ne se met pas trop la pression. Voilà. Donc, parce qu'ouvrir un lieu à chaque fois, c'est une énergie de dingue quand même. Oui. Donc, c'est 1800 à 1000 mètres carrés. Il faut trouver la bonne personne qui va gérer. Oui, qui va piloter, puisque en fait, il faut mobiliser l'écosystème. Un chef d'équipe, voilà. C'est un énorme chef de village. Voilà, c'est ça. Et c'est un entrepreneur, en fait, qui est un développeur commercial, parce qu'il doit trouver les premiers résidents. Bien sûr. Donc, c'est une énergie. Puis les voyages, ça fait beaucoup de voyages en TGV pour moi, quoi. Ah bon, c'est pas à vélo? Non. Non, j'ai plus l'âge. Vous me décevez, là. Franchement, là, c'est... non, mais bon, merci, c'est formidable. Je vous invite vraiment à découvrir et à suivre Make Ici, les aventures de Christine et de Nicolas Barre, depuis 10 ans à la tête de ce réseau de manufactures partagées, collaboratives et solidaires. Il y a 1000 choses à faire. Si vous êtes entrepreneur, et vous l'avez compris, dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'hôtellerie, n'hésitez pas à les contacter et à leur proposer des missions. Vous serez accueillis à bras ouverts et avec le sourire, et surtout avec un pilote unique et commun qui répartira finalement cette mission auprès des meilleurs artisans disponibles et les plus proches de ce point. Merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas d'être venu. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous sur le site du groupe Elba, grâce à qui cette fenêtre d'inspiration existe et que nous allons développer au fil des prochains mois. N'oubliez pas de vous y abonner, de nous faire part de vos commentaires, de partager et de nous laisser votre avis. À très bientôt pour partager de prochaines discussions constructives sur le design, la RSE, avec des acteurs engagés qui contribuent, comme le groupe Elba, au changement et à la transformation des modèles d'hier pour que aujourd'hui et demain soient encore mieux. Voilà, c'est un grand et un vaste sujet. Nicolas, pour finir, j'ai un peu oublié de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on devrait recevoir dans l'oratoire prochainement et qui a une vertu, une vocation, un intérêt particulier pour éclairer notre lanterne? Je vous prends un peu au dépourvu. Ouais, je pense peut-être au dernier prix Bettencourt pour l'intelligence de la main, Dialogue, là, Samuel Thomasin, qui a développé un système de création de nouveaux matériaux et donc objets à partir des algues. D'accord. Et c'est assez... déjà, le système est abouti. Ouais. Et c'est d'un niveau assez élevé en termes de conception et de fabrication. Donc, il s'est associé à Elsa, qui est tapissière. D'accord. Ensemble, ils ont créé des objets, une collection, qui a gagné le prix Bettencourt, qui est comme la référence du domaine l'année dernière. Et que vous aviez gagné vous-même en 2020. Voilà, c'est pas pour ça que je le dis. Non. Mais nous, c'était dans une autre catégorie. Oui. Voilà, nous, c'était dans la catégorie parcours. D'accord. Eux, nous, c'est pour la structure. C'est Make Ici qui l'a gagné. Et eux, c'est pour leur savoir-faire et leurs compétences. Voilà. Merci. Eh bien, on n'y manquera pas. Merci. À très bientôt. Et merci d'avoir participé, Nicolas. Merci.